Docteur Carl Weiss, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Alors, on a eu des nouveaux chiffres aujourd'hui. Comme on a dépassé un seuil des 1000 décès au Québec, je voulais vous remontrer le nombre de décès par million d'habitants si on compare le Québec et d'autres pays. Bien sûr que l'histoire n'est pas terminée, mais ça vaut la peine de s'arrêter. Je veux vos lumières là-dessus. L'Ontario, 46, l'Allemagne, 58, le Québec, 122, tout près des États-Unis, et la France, beaucoup plus élevée, l'Espagne également. Où vous en êtes dans votre réflexion sur le nombre de morts au Québec par rapport au reste du Canada, docteur? Alors, c'est sûr qu'au Québec, on ne maîtrise pas la situation comme dans le reste du Canada. C'est une évidence même. On a beaucoup plus de décès. Ça fait déjà plusieurs semaines que c'est comme ça. On a quand même bien fait, il faut quand même le dire, sur l'aspect au niveau hospitalier. Notre nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs est quand même relativement stable, mais c'est clair que l'épidémie a frappé le Québec beaucoup plus fort et la structure, peut-être au niveau des CHSLD, au niveau de la gestion de certains aspects, a fait qu'au Québec, on a eu une augmentation très importante de la mortalité, malheureusement, dans notre population gériatrique. Et on a des chiffres qui ressemblent beaucoup aux États-Unis quand on se compare en population, plutôt que le reste du Canada qui a tendance à ressembler beaucoup plus aux pays qui ont beaucoup moins, je vous dirais, de cas. Même à l'intérieur du Canada, l'Ouest, on dirait, a très, très bien réussi, parce que si vous regardez l'Alberta puis la Colombie-Britannique, ça va très bien. L'Ontario est dans une situation un peu plus intermédiaire, certainement pas ce qu'est le Québec. Puis le Québec est vraiment la province qui se démarque comme étant celle avec une épidémiologie et une courbe beaucoup plus agressive que les autres. Et malheureusement, on doit maintenant faire les efforts pour essayer de diminuer cette courbe qu'on voulait aplatir, mais on n'est certainement pas encore rendu à notre sommet. On a encore, je pense, du chemin à faire. Oui. Et avant de contrôler aussi la situation dans les CHSLD, docteur, j'ai vu passer sur CNN tout à l'heure, puis je voulais avoir votre avis, parce que le nombre, vous imaginez pas le nombre de gens qui nous écrivent encore sur la chloroquine, qui serait un médicament miracle et tout. Là, il y a une autre étude, mais qui n'est pas, qui ne sera pas la dernière, mais qui ne va pas dans la bonne direction, je crois. Bon, alors il faut savoir interpréter cette étude. D'abord, c'est une étude, c'est comme toutes les études en médecine, et je ne suis pas là pour donner un cours sur comment lire une étude en médecine du tout. Mais cette étude-là, ça a été fait chez les vétérans aux États-Unis. Puis il y a 3 groupes qui ont été faits. La chloroquine, enfin l'hydroxychloroquine avec de l'azithromycine, et un groupe avec pas d'hydroxychloroquine, mais peut-être de l'azithromycine. Ce qu'on sait dans cette étude-là, ce qui semble ressortir, avec toutes les limites de l'étude, c'est que la chloroquine toute seule ne serait pas un très bon médicament. Par contre, ce qui semble aussi peut-être ressortir de cette étude-là, c'est que l'azithromycine est un médicament qui pourrait avoir un certain bénéfice. Et là, il faut que je fasse très attention à ce que je dise, mais l'étude n'a pas été faite pour ça, mais l'étude a définitivement montré que l'hydroxychloroquine toute seule, dans une forme d'étude qui n'est pas une étude comme on fait habituellement, mais qui est une étude bien faite, pour l'état actuel des choses et l'urgence des choses, cette étude-là démontre que la chloroquine toute seule, l'hydroxychloroquine, n'a pas d'effet bénéfique, en tout cas évident, à l'état actuel des choses. La seule chose qu'il faut regarder, c'est que l'azithromycine, par contre, est-ce qu'il y aurait eu un bénéfice à la donner par rapport à d'autres? Ça, l'étude n'a pas évalué ça, mais au moins, ça donne une certaine réponse à des questions qu'on se posait. Et je ne veux pas rentrer dans les détails de l'étude parce qu'il y a plein de problèmes. Mais souvent, nous dans nos réunions médicales, on prend une étude comme ça, on la décortique, on regarde toutes les limites qu'on peut avoir. C'est pas l'objectif, mais oui, la chloroquine toute seule ne semble pas avoir un effet positif globalement. Bon, on est quand même un peu plus avancé. La Direction de la santé publique recommande une distanciation, on l'a beaucoup dit, de 2 mètres. La STM recommande 1 mètre et les transporteurs aériens obligent le port du masque. C'est une question du public que je vous lis. La distanciation, est-ce 1 ou 2 mètres et est-elle remplaçable, dit-elle, en se couvrant le visage? Autrement dit, la question du masque qui revient. Si j'ai un masque, est-ce que je peux m'approcher un peu plus? Parce que dans les transports en commun, ça va être difficile de ne pas s'approcher.
Bon, la réponse, je pense, est devenue de plus en plus claire. Ça fait déjà des semaines que, je pense, on m'avait posé la question, puis j'ai dit, le port du masque universel doit être recommandé à l'échelle du Québec, comme il est actuellement recommandé partout dans les autres pays occidentaux, en Europe, maintenant de plus en plus en Amérique du Nord. Il y a d'autres pays qui ont adopté le port du masque obligatoire depuis longtemps, on l'a vu, Singapour, Israël, etc. Donc, le masque tout seul, c'est pas la panacée, il faut comprendre ça. Mais le masque associé à d'autres mesures, et il faut arrêter aussi de dire le lavage des mains uniquement ou le masque uniquement va aider les gens. C'est l'ensemble de ces mesures-là. C'est ce qu'en anglais on appelle un bundle. Ça veut dire que quand, par exemple, on a eu des problèmes avec le Clostridium difficile, on a pris un ensemble de mesures qui ont réduit les taux d'infection. De la même façon, si on veut limiter les problèmes reliés à cette pandémie, oui, le lavage de mains, c'est très, très important. La distanciation sociale, ça a probablement un rôle à jouer. Le fait de porter un masque associé aux autres mesures a un rôle à jouer. L'aspect d'étiquette respiratoire, de ne pas tousser dans la face des autres, de tousser dans son coude, etc., ça a un rôle à jouer. Mais probablement, c'est quand vous mettez tout ça ensemble que vous avez le cocktail parfait pour essayer de minimiser l'impact de la COVID-19 dans la population. Alors, vous nous dites pourquoi se priver de cet outil-là parmi les autres, sans oublier les autres consignes, bien sûr. Je saute à la question 4. Je suis étudiante en sciences biologiques et j'écoute Dr Weiss tous les jours. Est-ce possible que le virus se loge dans le système nerveux? Et si oui, pourrait-il s'y loger à long terme et causer une infection qui ressurgirait plus tard? Alors, c'est une bonne question. C'est ce qu'on appelle des virus neurotropes, comme un peu le VIH, qui peut aller dans un sanctuaire. Alors là, je vais répondre en deux parties. C'est un virus qui peut donner une virémie, c'est-à-dire que c'est un virus qui peut aller dans le sang, puis on le voit, il se distribue un petit peu partout. Alors, il peut probablement aller dans le système nerveux parce qu'il y a eu des descriptions de problèmes neurologiques associés avec ce virus-là, mais c'est un phénomène plutôt rare, excepté l'anosmie et donc, vous savez, la perte du goût, la perte de l'odorat. Mais habituellement, c'est un virus qui ne va pas donner des problèmes majeurs au niveau du système nerveux, ce qu'on appelle des encéphalites ou de ce genre de maladies-là, ou même des méningites virales. Donc, mais oui, il peut aller dans le système nerveux. Il ne va pas souvent dans le système nerveux, excepté pour l'anosmie, donc la perte de goût, la perte de l'odorat. Est-ce qu'il va pouvoir se subsister comme le VIH à long terme dans le système nerveux central et revenir un jour? La réponse, c'est non. Ce n'est pas ce type de virus. Très bien. Dr Weiss, vous tenez la route. Toujours. Le moral à l'hôpital, parce on dit que c'est sous contrôle les hôpitaux, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de boulot dans les hôpitaux désignés, comme le vôtre, là, évidemment. Oui, il y a énormément de boulot parce que tout le monde met la main à la pâte et je pense qu'il faut souligner le travail extraordinaire de tout le monde dans cet hôpital-ci. Je vous dirais, si ce n'était pas tout le monde qui mettait la main à la pâte, on ne serait pas capable, je vous dirais, de limiter, on va dire, la casse ici et là. Et puis moi, j'ai énormément d'admiration pour tous les gens qui travaillent avec moi. Merci. Les travailleurs de la santé au grand complet, puis c'est eux qu'il faut souligner. Dr Weiss, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.